L'analyse fondamentale vous explique quoi acheter. L'analyse technique vous explique quand acheter. Le money management vous explique comment et surtout combien acheter. Maîtrisez votre money management en bourse et optimisez vos performances. Le lien est sous la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point de marché mondial, donc après la clôture du CAC 40 avec une séance qui reprend un petit peu par rapport à la veille, puisque nous avions eu ici cette forte baisse. On a ouvert sur un tout petit gap baissier qui a été très vite comblé. Et puis on a oscillé pendant toute la première partie de la séance ici entre 7970 et 8030 points. En fin de séance, on est revenu ici au-delà de cette zone pour clôturer à 8062,31. Le CAC 40 gagne donc 1,08% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors c'est un rebond effectivement, mais qui n'est pas suffisant. Comme je vous l'indiquais ce matin, on a désormais deux points bas ici qui sont très proches, quelques dixièmes de points près. On a un point haut intermédiaire. Pour avoir un vrai signal de retournement en double bottom, il faudrait donc, pour que ce retournement soit validé, casser le point haut intermédiaire que nous avons entre les deux points bas. Et ce point haut intermédiaire, il se trouve sur le plus haut de la séance précédente, à savoir 8122 points. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes ici sur un mouvement qui était baissier. On a eu un gros avalement haussier sur la séance de jeudi avant le week-end de 3 jours, pardon. Hier, on ouvre sur un gap haussier et on marque un signal en pénétrante baissière puisque l'on clôture sur le tiers inférieur de la bougie précédente. On ouvre un gap baissier que l'on invalide et on revient ici au-delà de la moitié de la bougie précédente. Tous ces signaux sont contradictoires et s'annulent. Je veux dire, jeudi, on a un signal haussier, hier un signal baissier, aujourd'hui un signal plutôt haussier mais plus faible que les signaux précédents. Qu'est-ce que cela implique? Cela veut dire que nous sommes dans une phase d'incertitude. Ce qui est sûr, c'est que la volatilité augmente. On est remonté aujourd'hui un petit peu aidé par les cours du pétrole qui se sont repris. Mais globalement, on est dans une zone ici assez incertaine, dans un contexte où les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ne sont pas sur le point de s'éteindre. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir gérer prochainement. Au niveau des indicateurs techniques, on est plutôt sur une phase de retournement au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est neutre et les volumes sont inférieurs à la moyenne. Donc par contre, ce n'est pas une très bonne nouvelle, puisque même si on avait une baisse des volumes sur le signal baissier d'hier, sur un signal qui aurait pu être haussier aujourd'hui, nous avons une baisse des volumes. Au niveau du palmarès des valeurs, ce qui est notable, c'est la hausse de certains titres, notamment comme Schneider Electric, grosse pondération du CAC 40, 4,76% de gain, ou ArcelorMittal, plus 4,18%. Des valeurs comme ST Micro, Bouygues ou Legrand sont sur des belles hausses, mais des niveaux encore inférieurs. Au niveau des plus fortes baisses, on notera Danone, moins 1,13%, ou Euronext, moins 1,04%. Derrière Capgemini, Renault et Carrefour sont sur des baisses entre 0,2 et 0,6%. On notera Hermès, donc aussi forte pondération, qui était sur une baisse marquée juste avant la clôture, parvient à limiter la casse. Donc, on a, un retour. D'un point de vue technique, donc, on va guetter justement cette zone. Alors, j'avais un niveau identifié ici à 7970. On pourra le redescendre un peu éventuellement ici sur 7960-62. On surveillera cette zone. On a les trois dernières séances qui sont venues s'appuyer ici sur celle-ci. Et sur ces trois contacts, malgré une forte volatilité, ce support n'a pas cédé. Donc il va falloir observer. Comme je vous l'ai indiqué, on est sur un mouvement potentiel de retournement, mais pour cela, il faudrait casser 8122 points à la hausse, ce qui nous permettrait de revenir au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu de contact sur la bande de Bollinger inférieure. Malgré tout, on voit ici que depuis quelques bougies, on est plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est potentiellement ici sur un retournement. Autre chose qui est intéressante, cette zone ici, elle est très proche du retracement à 50% de la dynamique que nous avons eue ici entre le 23 mars et ce point haut ici que nous avions observé le 17 avril.
Si les cours cassaient ici cette zone, on pourrait revenir sur cette zone ici de bascule à 7880 points. Cette zone qui avait été franchie ici sur gap haussier, gap partiellement complet, zone qui était auparavant résistance et qui avait déjà été support. Si depuis qu'elle a été franchie ici est redevenue support, elle devait casser, le signal de retournement serait beaucoup plus fort, on serait sur une attaque forte de la bande de Bollinger inférieure, et donc clairement le signal serait totalement différent. Donc, pour l'instant, ce que l'on surveille, 1, 7970, 2, 7880 points. Si par contre les cours remontent, les points à surveiller, c'est 1, cette zone des 8092 points, zone qui avait elle aussi été franchie sur gap. Elle était significative auparavant, là avec la volatilité un peu moins, à voir si elle donnera encore un petit peu de fil à retordre dans le cas où le CAC 40 veuille continuer à monter. La zone de moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve être peu ou prou très proche de la zone ici de plus haut de la séance précédente à 8122 points. Au-delà du 8122 points, on a ici une zone intermédiaire à 8178, mais c'est vraiment la fameuse résistance des 8250 points qu'il faudrait repasser à la hausse pour vraiment confirmer la fin ici de cette phase de consolidation. Là pour l'instant on a impulsion, consolidation sur les 50%, tentative de reprise. Le retracement à 38,2% aux 8092 points. S'il était doublé par une rupture du 23,6 à 8230 et donc cassure de la zone des 8250 points, le signal serait beaucoup plus puissant. Donc voilà les points qu'il faut surveiller. Vu le contexte actuel, on a tout de même un CAC 40 qui est en légère sous-performance par rapport à d'autres indices. On va le voir tout à l'heure, notamment avec les indices américains. Mais un rebond est tout à fait possible. Il faut simplement préserver les zones de support pour ne pas enfoncer trop ici, je dirais, et ne pas donner de signal de poursuite de la dynamique de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui nous donne un nombre d'occurrences assez faible. Sachez que pour les prochains jours, c'est-à-dire jusqu'au milieu de la semaine, la poursuite du rebond est tout à fait envisageable. Hier, je vous disais que l'on avait, à partir du niveau d'ouverture, eh bien, une probabilité de hausse donc sur les prochaines séances et qu'ensuite ça pourrait repartir à la baisse. Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf que là, le potentiel de hausse est réduit. C'est-à-dire que les statistiques nous indiquent un objectif moyen ici qui se situe entre globalement 8080 8120 points. Donc les statistiques ne price pas une cassure ici de cette zone. Je rappelle que les statistiques nous donnent une évolution moyenne, ils ne doivent pas être considérés comme un signal de trading. Par contre, ces statistiques nous indiquent que dans une configuration équivalente, eh bien, la probabilité d'une poursuite et d'une reprise en mouvement baissier en direction ici des 7970 est assez marquée au-delà du milieu de cette semaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le CAC 40 pour ce soir. Si on regarde maintenant le reste du monde. Sur le DAX, donc, comme je vous l'indiquais, eh bien, nous avons une configuration qui est un peu plus puissante. Déjà, on est plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On marque un plus haut supérieur à celui de la séance ici de jeudi dernier. On est vraiment quasiment sur le point haut ici de la séance d'hier, proche d'une zone de résistance qui en cas de cassure nous donnerait un signal de poursuite d'une dynamique haussière, puisque sur le DAX, on est ici sur une alternance de contact entre bande de Bollinger supérieure, moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on a plutôt ici une dynamique haussière. Le point marquant serait la rupture haussière ici de la zone des 24 500 points. Au niveau des contrats futurs, on n'y est pas encore. Donc pour l'instant, je dirais que c'est le signal qui pourra éventuellement débloquer la situation et provoquer un potentiel retour ici sur la zone de record proche des 25 500 points. Les zones d'alerte se situent sur une rupture éventuelle de la zone des 23 450 points qui viendrait de terminer de combler ici ce gap que nous avions eu entre le 7 et le 8 avril. Mais globalement, on aura aussi certainement un contact avec la bolle inférieure, ce qui changerait la polarité de la dynamique court terme. Donc pour l'instant, on reste haussier sur le DAX et on voit qu'on a une plus forte solidité par rapport à l'indice parisien. Sur le S&P 500, eh bien, on est très proche ici des records, on est en hausse. On a effectivement une perte de momentum par rapport ici à l'impulsion initiale. C'est ce que l'on voit ici sur les histogrammes du MACD, un petit peu moins de dynamique, mais on reste sur une dynamique haussière. Donc le RSI ici se stabilise autour de sa zone de surachat. Les volumes sont assez moyens, donc on a un signal de poursuite ici, des petits signaux d'affaiblissement qui sont liés justement à la perte de momentum, mais pas encore de signal de retournement. On avait à un moment une divergence baissière qui était en train de se construire sur le RSI. Elle existe toujours, mais
elle a du mal à se confirmer en tant que figure de retournement. Je rappelle qu'une divergence baissière n'est qu'un signal d'affaiblissement, pas un signal de retournement. Donc on est vraiment dans ce contexte. Nous avons toujours un objectif lié à l'extension de Fibonacci de la précédente phase de consolidation qui se situe à 7425,39. Le point d'invalidation ici à 6740 points n'a pas été atteint. Donc on est globalement toujours en direction de cet objectif. Le mouvement semble tout de même assez fragile. Il faudra aussi faire attention à ce qui se passe du côté du Moyen-Orient et à l'évolution des prix du pétrole. Mais pour l'instant, cet objectif reste atteint. Sur le Nasdaq, eh bien, nous avons une configuration encore plus dynamique puisque depuis la rupture ici des 26 170 points, nous avions émis un objectif lié à une extension de Fibonacci sur cette phase de consolidation. Cette extension, elle est à 28 219 points. Nous sommes au moment où je vous parle au-delà des 28 000 points. Donc on a en gros 200 points à faire, c'est-à-dire moins de 1% pour valider cet objectif. On a marqué un gap haussier, nouveau record aujourd'hui. On est dans une dynamique qui, même s'il y a une perte de momentum, reste nettement haussière. On surperforme le S&P 500. Clairement, on est ici sur une atteinte d'objectif qui semble assez probable pour cette semaine, mais qui n'est pas encore confirmée. Donc, le mouvement reste haussier, forcément, vu que nous sommes sur un nouveau record. Un niveau d'invalidation relativement éloigné, puisqu'il faudrait repasser à la baisse 26 170 points pour invalider justement la suite de ce mouvement. Donc, clairement, on est sur une dynamique assez forte sur l'indice des valeurs techno américaines. Au niveau du Forex, sur la paire de devises euro-dollar, il ne se passe pas grand-chose. On reste ici sous la zone des 1.1760. Les mouvements viennent plutôt du yen. Pour ceux qui ont vu mon intervention sur BFM Business, j'ai attiré votre attention sur des interventions sur le dollar-yen que l'on peut voir ici. On a des tentatives de baisse ici de la part de la Banque centrale du Japon que l'on va observer sur une vue intraday, voilà, par exemple en 15 minutes. Voilà, on voit ici, donc on a eu la première, là en fait, la Banque centrale du Japon a dit attention, a émis des menaces, et puis on voit là diverses interventions. Et ce que l'on observe, c'est que les interventions ici sont de moins en moins suivies, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un essoufflement, et on a même eu dans la journée une tentative de hausse ici qui a très certainement été, je n'ai pas la confirmation, contrée, ou en tout cas il y a eu une tentative de contre de la part de Banque centrale du Japon. Je rappelle, je n'ai pas la confirmation, donc c'est à prendre avec des pincettes, cette information, qui a immédiatement été annulée, puisque l'on a continué ici à repartir à la hausse, et on est même quasiment venu chercher le point haut ici de l'impulsion initiale, ce qui est un signal relativement fort, ce qui veut dire qu'on pourrait continuer. On risque donc de revenir sur le niveau d'alerte qui avait déclenché justement les premières interventions à 160 yens pour $1. On sait que c'est un niveau qui est majeur, que la Banque centrale du Japon peut défendre, mais comme je l'ai indiqué donc dans mon intervention, on a l'impression que la Banque centrale du Japon s'essouffle. Il faut dire que les vents contraires sont relativement forts, avec la hausse des prix de l'énergie et des taux qui sont relativement bas. Eh bien, on achète donc du dollar qui a des taux plus hauts pour vendre du yen. Soit, effectivement, le Japon continue à importer de l'inflation via la hausse de l'énergie, et dans ce cas-là, elle va appauvrir sa population. Soit elle pourrait avoir une action sur ses taux, et dans ce cas-là, on pourrait avoir des mouvements un petit peu comparables à ce que nous avions eu en août 2024, justement quand la Banque centrale du Japon avait décidé de monter ses taux, et donc on avait eu des sorties assez violentes de carry trade. Donc c'est à surveiller, puisque même si pour l'instant on ne voit pas de relation directe, cela pourrait créer de la volatilité sur les marchés. Dans un contexte déjà volatile, il faut vraiment surveiller ici cet élément qui pourrait être le déclencheur de nouveaux mouvements volatiles sur l'ensemble des marchés mondiaux. Sur les matières premières comme l'or, il ne se passe pas grand-chose. On reste ici toujours au contact de la zone des 4550 $ l'once. Concernant les matières premières, c'est plus sur le pétrole qu'il faut observer ce qui se passe. Nous avons un pétrole qui redescend légèrement aujourd'hui après avoir monté donc sur la séance d'hier. On a une zone ici des 101,20 $ le baril qui agit comme support. On est quand même sur des niveaux relativement élevés qui pèsent sur les indices mondiaux. Il ne faudrait pas repasser ici au-delà des 110 voire 111 $ le baril,
puisque cela pourrait remettre de la tension. Donc on voit un pétrole qui reste relativement élevé, alors que des navires commerciaux qui ont été escortés par les États-Unis ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz. Certaines déclarations disent même que le monde pourrait être inondé de pétrole en cas de déblocage prochain de ce détroit. Donc on sent qu'il y a des tentatives d'apaisement autour de ces prix du pétrole, mais cela ne se retranscrit absolument pas dans les cours. Donc on a toujours ici un baril de brut léger américain qui reste au-delà des 100 $ le baril et qui met de la pression sur les indices mondiaux. C'est à surveiller aussi avec donc cette zone de support des 101,25 $ le baril. Et on termine avec les cryptos, avec un signal intéressant sur le Bitcoin, puisqu'on s'attaque à la fameuse zone des 81 000 $ pour un Bitcoin. Cette zone qui avait été le point bas ici, d'une attaque baissière, qui avait fait passer le Bitcoin ici de 125 000 $ à 81 000 $, donc on avait perdu plus d'un tiers de la valeur, à la suite duquel on avait eu ici ce rebond et une deuxième attaque qui l'avait fait descendre à 61 000, ce qui veut dire qu'on avait perdu la moitié de sa valeur depuis ici le mois d'octobre de l'année 2025, au plus bas ici c'était au mois de février de cette année. Depuis nous avons un rebond. Le premier élément c'était un franchissement de la zone des 75 000, deuxième élément la zone des 81 000, il semblerait que l'on attaque et qu'on parvienne à franchir cette zone. Le prochain élément qui pourrait vraiment commencer à donner de vrais signaux haussiers, c'est la zone des 84 700 $ pour un Bitcoin. On n'y est pas encore, on va voir ce que ça donne ici autour de cette zone des 81 000, mais c'est un premier élément. On a d'autres crypto-monnaies qui commencent à réagir. Il semblerait même qu'une décorrélation entre ces classes d'actifs soit en train de s'opérer. Donc on va observer un petit peu ce qui se passe, puisque effectivement ce que je vous décris ici comme un socle de retournement qui n'est pas encore confirmé, pourrait se confirmer prochainement. En tout cas, une rupture éventuelle des 84 700 serait un signal très positif sur la suite. Et enfin, on termine avec Ethereum qui monte tout doucement. Alors on a d'autres cryptos qui montent un petit peu plus, mais globalement ce sont des petites hausses actuellement. Sur Ethereum, ce qui serait intéressant, c'est une rupture ici des 2450 $ pour un Ether, mais le niveau qui correspond à peu près aux 84 700 sur Bitcoin, c'est ici 2775 $ pour un Ether. C'est vraiment le niveau qui commencerait à donner des signaux positifs. On n'y est pas pour l'instant, donc pour l'instant on va observer un petit peu ce qui se passe et voir déjà si on parvient à casser la zone des 2450 $ pour un Ethereum. On a des petits signaux haussiers sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies, mais qui ne sont pas encore confirmés. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.